Il existe plusieurs artefacts historiques légendaires connus de l'humanité, car les récits de ces trésors ont été transmis par nos anciens ancêtres. Cependant, bon nombre d'entre eux n'ont pas encore été découverts et leur localisation reste un mystère. Les archéologues et les historiens recherchent ces objets anciens depuis longtemps, mais n'ont pas réussi à en localiser plusieurs, malgré des décennies de recherche. L'un de ces artefacts légendaires est l'Arche d'Alliance. Depuis des siècles, l'humanité tente de retrouver ce reliquaire sacré, mais sans succès. Récemment, un éminent écrivain a révélé qu'il était peut-être tombé sur son véritable emplacement. L'Arche d'Alliance est également connue sous le nom d'Arche du témoignage ou Arche de Dieu. Il s'agit d'un prétendu artefact considéré comme l'objet le plus sacré des Israélites. Selon la description historique, l'arche est en réalité un coffre en bois recouvert d'or pur. Il possède un couvercle au design élaboré appelé le siège de la miséricorde. Dans le livre de l'Exode, il a été révélé que l'arche contenait 2 tablettes de pierre des 10 commandements et, selon le livre des Hébreux du Nouveau Testament, elle contenait également le bâton d'Aaron et un récipient de manne. Le récit biblique dit que, environ 1 an après l'exode des Israélites d'Égypte, Moïse commença la construction de l'arche selon le modèle que Dieu lui avait donné. Lorsque les Israélites campaient au pied du mont Sinaï, le coffre d'acacia recouvert d'or était porté par ses bâtons par les Lévites sur environ 2000 coudées pour atteindre la ville lorsqu'ils étaient en marche. La légende raconte que Dieu a parlé à Moïse entre les 2 chérubins sur le pont de l'arche. Le livre de l'Exode suggère que Dieu a demandé à Moïse de construire l'arche pendant son séjour de 40 jours sur le mont Sinaï. Le modèle du tabernacle et les meubles de l'arche lui furent révélés, et il lui fut également demandé de le construire en bois d'acacia. Pour abriter les tablettes de pierre, Moïse ordonna à Bezalel et Oliab de construire l'arche. Le livre fournit également des instructions détaillées sur la façon dont l'arche a été construite. Il était censé avoir 2 coudées et demi de longueur, 1,5 de largeur et 1,5 de hauteur. Il serait alors entièrement recouvert d'or et une couronne ou une moulure en or serait placée autour de lui. 4 anneaux d'or étaient censés être attachés aux 4 coins, 2 de chaque côté. À travers ces anneaux, des tiges de bois recouvertes d'or seraient insérées pour porter l'arche. Ceci ne devait en aucun cas être retiré. Le couvercle doré, appelé caparetta, était l'ornement qui présentait 2 chérubins dorés. Il était censé être placé au sommet de l'arche. Le récit ne contient aucune indication sur l'épaisseur de la caparetta ni sur les détails des chérubins. De plus, le couvercle était censé être martelé sur l'extrémité de l'arche et former l'espace où Dieu apparaîtrait. Une fois la construction terminée, le livre indiquait que l'arche devait être placée sous un voile pour la garder cachée. Après la création de cette arche par Moïse, les Israélites la portèrent pendant leurs 40 années d'errance dans le désert. Selon le récit biblique, lorsqu'ils campaient, les Israélites le plaçaient dans une pièce séparée au sein d'une tente sacrée appelée le tabernacle. Lorsqu'ils atteignirent les rives du Jourdain sous la conduite de Josué, qui les conduisit vers la terre promise, l'arche fut portée en tête de la procession. Lors de cette traversée, le fleuve s'asséchait dès que les pieds des prêtres portant l'arche touchaient l'eau, et restait à sec jusqu'à ce que les prêtres et l'arche quittent le fleuve après le passage du peuple. En commémoration de cet événement miraculeux, 12 pierres ont été retirées du Jourdain, là où se trouvaient les prêtres. Au cours des années suivantes, l'arche arriva à Béthel, où elle fut confiée au prêtre Pincha, petit-fils d'Aaron. Il est ensuite resté à Silo, un autre centre religieux situé à environ 16 km au nord de Béthel, pendant l'apprentissage du prophète Samuel. Lorsque les Israélites furent vaincus par les Philistins, l'arche fut capturée par eux et ses porteurs, Ophni et Pincha, furent tués. L'arche fut emmenée par les Philistins dans divers endroits de leur pays, mais la malchance les suivit toujours. Elle a ensuite été rendue aux Israélites et a accompagné le roi David lorsqu'il a fui Jérusalem, mais elle a ensuite été rendue.
Bien que l'histoire de l'arche ait été créée dans un texte distinct au 8e siècle, elle a été incorporée au récit biblique avant l'exil babylonien. Selon des preuves archéologiques, il y avait une activité de culte à Kiryat Yerim au 8e et 7e siècle avant J.C., et un sanctuaire surélevé a été découvert qui pourrait avoir été utilisé comme temple. Thomas Roma a suggéré que l'arche aurait pu transporter des pierres sacrées similaires à celles utilisées par les Bédouins pré-islamiques. On suppose que l'arche aurait pu contenir une statue de Yahweh ou une paire de sculptures le représentant aux côtés de sa compagne, la déesse Ashra. Bien que certains voient des similitudes entre l'arche et certaines pratiques bédouines, d'autres soutiennent que ces similitudes ne suffisent pas. Depuis qu'il a disparu du récit biblique, de nombreuses affirmations ont été faites quant à son sort, et plusieurs théories ont été suggérées à son sujet. L'un des partisans d'une théorie est l'écrivain britannique Graham Hancock, connu pour promouvoir des théories pseudo-scientifiques sur les civilisations anciennes et les terres perdues, y compris l'idée selon laquelle la civilisation de la période glaciaire a donné naissance aux premières civilisations connues. Le journaliste Graham Hancock a enquêté sur l'emplacement de l'Arche d'Alliance dans son livre « Le Cygne et le Sceau ». Selon lui, l'arche a été transportée du temple de Salomon à l'île Éléphantine puis à l'église Sainte-Marie de Sion à Axum, en Éthiopie. Hancock a corrélé ces découvertes avec des preuves archéologiques à Éléphantine et les papyrus éléphantines, qui indiquent que l'arche se trouvait sur cette île. De plus, la reconstruction du temple d'Éléphantine a révélé qu'il faisait face à Jérusalem et qu'il avait les mêmes dimensions que le temple de Salomon. Bien que la théorie de Hancock ait été critiquée, son affirmation selon laquelle l'arche se trouve en Éthiopie a été acceptée par beaucoup. Il existe plusieurs théories sur l'emplacement de l'Arche d'Alliance. Hancock pense qu'elle n'est pas en Israël et suggère que les Templiers l'ont emmenée en Éthiopie, bien que les Juifs éthiopiens aient une version différente de la façon dont elle y est arrivée. Selon eux, il serait arrivé sous le règne du roi Salomon. Il existe un récit qui raconte comment Ménélik a amené la véritable Arche d'Alliance en Éthiopie avec l'aide divine, tandis qu'une contrefaçon a été laissée dans le temple de Jérusalem. La théorie de Hancock sur la façon dont l'arche est arrivée en Éthiopie est contestée par les Juifs locaux, qui prétendent qu'elle se trouve dans l'église de Marie de Sion à Axum. La légende raconte qu'il est gardé par un moine et qu'il est inaccessible à tous. Certains experts ont critiqué la théorie de Hancock, notamment John Holliday, archéologue à l'Université de Toronto, et Edward Uhlendorf, ancien professeur d'études éthiopiennes à l'Université de Londres. Des répliques de l'arche se trouvent dans tous les monastères et églises éthiopiens. Il est intéressant de noter que ces répliques sont également interdites. En fait, selon leurs croyances, aucune église n'est digne du culte si une copie de l'arche n'y est pas installée et aucun service n'est considéré comme sacré sans sa présence. L'Église orthodoxe éthiopienne a également confirmé qu'elle était propriétaire de l'arche d'Axum. Il est actuellement détenu dans un trésor près de l'église Notre-Dame-Marie de Sion. Des répliques des tablettes à l'intérieur de l'arche, appelées tabos, sont également conservées dans chaque église orthodoxe éthiopienne. En juin 2009, le patriarche de l'église orthodoxe éthiopienne Abun Pualo a déclaré qu'il annoncerait la révélation de l'Arche d'Alliance au monde le lendemain. Il a également déclaré qu'il avait été gardé en sécurité dans l'église d'Axum. Cependant, le lendemain, il a annoncé sa décision de ne pas révéler l'arche, mais a déclaré qu'il pouvait attester de son état actuel. Il ne s'agit pas simplement d'un vieux trou dans le sol. Mes amis, c'est une gorge profonde et majestueuse qui s'étend sur 270 000 et mesure 18 000 de large. Imaginez-vous debout au bord, regardant la vaste étendue avant de ressentir l'ampleur de ce chef-d'œuvre monumental de la nature. Le Grand Canyon a une histoire impressionnante qui s'étend sur plus de 6 millions d'années. Oui, cette merveille évolue depuis bien plus longtemps que nous ne pouvons le comprendre. C'est un témoignage vivant de la puissance de l'activité géologique et de la force implacable du puissant fleuve Colorado. Au cours d'innombrables éternités,
couche après couche de roches a été sculptée et ciselée, révélant d'anciens secrets et exposant certaines des roches les plus anciennes de la Terre. Mais il ne s'agit pas seulement des rochers, mes amis. Le Grand Canyon est un trésor de merveilles archéologiques qui vous transporteront dans le temps. Suivez la trace du temps lors de ce voyage captivant qui révèle l'histoire géologique de ce magnifique canyon. En explorant la limite sud du parc, vous serez émerveillé par les caractéristiques remarquables gravées dans le paysage depuis des millions d'années. Cependant, le Grand Canyon n'est pas seulement une merveille géologique et archéologique, il abrite également des humains depuis des milliers d'années. Pouvez-vous imaginer les histoires qui résonnent à travers ces anciens murs? Les preuves de l'existence d'humains préhistoriques remontent à 12 000 ans, avec des artefacts tels que des fers de lance en pierre et de délicates figurines de brindilles fendues révélant un aperçu de leur vie au cours des siècles dont le Grand Canyon a été témoin. Ce lieu magique a été un sanctuaire pour plusieurs tribus amérindiennes, dont les peuples ancestraux Paiutes, Navajo, Zuni et Hopi. Son riche patrimoine culturel est intimement lié à la structure même de ce lieu sacré. Une tribu en particulier est profondément liée au canyon. Le peuple Havasupé l'appelle sa maison ancestrale depuis plus de 800 ans et continue de prospérer dans sa splendeur aujourd'hui. Le Grand Canyon accueille les visiteurs de tous horizons, les invitant à admirer sa beauté majestueuse. Les piscines céruléennes et les superbes roches rouges attirent plus de 20 000 visiteurs chaque année, offrant un aperçu de la culture dynamique et de l'esprit résilient du peuple Havasupé. C'est ici que les histoires anciennes rencontrent les aventures modernes, où la magnificence de la nature occupe une place centrale. Et en parlant d'histoires anciennes, il est temps de commencer par la découverte de Kinkade en 1909. Tout a commencé en 1909 lorsque G.E. Kinkade, un audacieux résident de Lewiston, dans l'Idaho, s'est lancé dans une aventure sur le fleuve Colorado, armé de son fidèle appareil photo. L'homme a décidé de capturer la beauté époustouflante des canyons et des vues sur la rivière qui l'attendait. Il ne savait pas que son voyage le mènerait à une étonnante découverte archéologique qui captiverait l'imagination d'innombrables aventuriers. Alors que Kinkade s'enfonçait plus profondément au cœur du Grand Canyon, il tomba sur une caverne si cachée et inaccessible qu'elle semblait être un secret bien gardé. Située à 1486 pieds sous la paroi du canyon, cette caverne promettait des merveilles incalculables. Cependant, il était interdit aux visiteurs, protégé par des restrictions strictes interdisant l'entrée non autorisée. Les scientifiques qui étudiaient la caverne voulaient préserver ces trésors archéologiques sans l'interférence des chasseurs de reliques ou des curieux. Grâce à sa détermination et contre toute attente, Kinkade a réussi à atteindre cette merveille cachée. Les taches sédimentaires sur les parois de la grotte attirèrent son attention et, à mesure qu'il s'approchait des marques de burin sur les parois de la grotte, sa curiosité s'intensifia, le poussant à entrer. Et ce qu'il a trouvé dans ces profondeurs caverneuses l'a laissé stupéfait. Le tube central de la caverne s'étendait sur une largeur impressionnante de 12 pieds, se rétrécissant à 9 pieds à mesure qu'il s'enfonçait et bifurquait à partir du passage principal. Il y avait des couloirs latéraux menant à des chambres semblables aux salons modernes, imaginez-vous dans un espace qui abritait les anciens, avec des murs ornés de portes de forme ovale et des espaces d'air circulaire pour la ventilation. Les pièces étaient méticuleusement conçues, avec des murs de 3 pieds 6 pouces d'épaisseur, ces toits étaient au centre, mais la véritable merveille se trouvait dans un passage, à des centaines de mètres de l'entrée. Là, assise en tailleur, se trouvait une idole ou divinité de la ville. L'idole, semblable à Bouddha, tenait des fleurs de lotus ou des lys dans chaque main. Les experts s'interrogent sur le symbolisme religieux derrière cette sculpture, spéculant qu'elle pourrait refléter les pratiques cultuelles des anciens Tibétains. L'idole était entourée d'images plus petites, certaines d'une beauté exquise, tandis que d'autres possédaient des formes tordues qui représentaient peut-être la lutte éternelle entre le bien et le mal. Pour ajouter à l'atmosphère énigmatique,
il y avait des cactus surdimensionnés avec des membres saillants flanquant le dieu. Toutes ces sculptures ont été minutieusement réalisées à partir d'une roche dure semblable à du marbre, démontrant les compétences remarquables de cette civilisation perdue depuis longtemps. En fouillant plus profondément dans la caverne, Kincaid a découvert des outils en cuivre et un banc entourant un espace de travail où les anciens habitants connaissaient la technique de durcissement du cuivre, une technique perdue dans le temps. Des matériaux tels que le charbon de bois et les scories indiquaient que ces êtres énigmatiques étaient impliqués dans la fusion du minéral, mais l'emplacement exact et les méthodes qu'ils utilisaient restaient un mystère. Kincaid a émis l'hypothèse que les hommes des cavernes étaient une civilisation avancée, peut-être les ancêtres des habitants des falaises trouvées dans les zones environnantes autrefois dynamiques et prospères. Leur culture avait disparu depuis longtemps de la surface de la Terre, laissant derrière elle des fragments alléchants de leur existence. Nous sommes tombés sur une découverte étonnante en explorant cette chambre fascinante ornée d'anciens symboles hiéroglyphiques similaires à ceux trouvés en Égypte. La découverte la plus intrigante se trouve au sein de la citadelle. Nous parlons de corps momifiés aux proportions immenses. Aucune de ces momies ne mesure moins de 9 pieds et est enveloppée dans du lin sombre qui cache leurs secrets. On ne peut que se demander quels secrets ils gardent. En approfondissant les mystères de cette ville souterraine, nous découvrons un étonnant amalgame de cultures. Les poteries et les instruments témoignent d'origines lointaines, créant une diversité archéologique exceptionnelle. La découverte remet en question notre compréhension du monde antique et de son interconnexion. Il y a une crypte cérémonielle dans la grande salle où ont été retrouvées les momies, pleine de secrets à révéler. L'atmosphère est sombre et inquiétante, avec des spéculations sur des serpents mortels ou des produits chimiques anciens. Cette zone, qualifiée interdite par les Égyptiens et les Hindous, est réservée même au personnel du parc et aux randonneurs, ce qui soulève des questions sur son contenu caché. Certains affirment que des soldats armés gardent l'entrée, alimentant ainsi les théories d'une classe dirigeante cachée, tandis que d'autres suggèrent que la ville souterraine est devenue le musée d'une époque oubliée. Les découvertes de Svetlana Balabanova, qui a trouvé quelque chose de surprenant dans des momies égyptiennes vieilles de plus de 3000 ans, ont été critiquées et suscité des menaces. Cependant, le docteur Balabanova a maintenu son témoignage précis. Le docteur Rosalie David a réaffirmé la polémique en confirmant la présence de cocaïne et de tabac dans les momies, ébranlant le monde archéologique. Le World Explorer Club a décidé d'approfondir ses recherches et a contacté la prestigieuse Smithsonian Institution. Il voulait savoir si les documents officiels confirmaient ces découvertes époustouflantes. Ce qu'ils entendirent ensuite les laissa perplexes. Un archéologue du Smithsonian a nié toute implication dans des fouilles impliquant des artefacts égyptiens en Amérique du Nord ou du Sud. Et pour ajouter encore plus de mystère, il n'y a aucune trace des prétendues découvertes de Kincaid et Jordan, autrefois liées au Smithsonian, c'est comme s'ils disparaissaient dans les airs. Alors, où cela nous mène-t-il? Pourquoi un musée, en particulier un musée aussi renommé que le Smithsonian, supprimerait-il des informations aussi révolutionnaires? Les réponses restent insaisissables, nous laissant avec plus de questions qu'au départ. Les institutions craignent les bouleversements que pourraient provoquer de telles révélations. S'ils tentent de protéger la stabilité et les fondements de notre société, s'ils craignent que remettre en question notre histoire ne nous amène à remettre en question tout ce que nous savons, de la science à l'éducation, les conséquences seraient immenses.